Le but de cette série de séminaires n'est pas en fait d'élaborer des programmes ou des agendas, mais c'est plutôt de discuter des enjeux, des défis que nous relevons dans le monde, des opportunités que nous devons saisir, des besoins que nous devons combler, et de comment on peut collaborer ensemble, coopérer et bâtir la solidarité entre nous. La discussion aujourd'hui est très claire et ciblée. On parle de la menace pour la démocratie de la part des gouvernements de droite dans 3 pays et la menace que cela représente également pour le reste du monde. Alors on va se concentrer sur le Brésil, l'Inde et les États-Unis. D'emblée, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui participent aujourd'hui, qu'il s'agisse de mouvements sociaux, des partis, d'organisations de gauche historiquement bien établies, et celles plus récentes, ainsi que les participants, ceux qui n'ont aucune affiliation, mais qui sont simplement curieux ou qui se sentent un peu isolés chez eux. Vous aurez la chance d'entendre les témoignages de grands penseurs des 4 coins du monde. Le format sera celui d'une conversation et je remercie à l'avance les panélistes pour avoir accepté de fonctionner ainsi. Et on aura à la fin tout le temps pour prendre les questions de la part des participants. Vers la fin des échanges, on va se garder une vingtaine de minutes au moins pour ce volet du webinaire. On va commencer par se mettre en contexte. Qu'est-ce qui se passe dans nos pays? À quoi on pense être confronté? Et ensuite, on va parler de comment cette situation est en train en fait de dévoiler des conditions qui sont propices à la montée de la droite, mais également des conditions qui pourraient ouvrir la voie à une réponse articulée de la part de la gauche. Peut-être pas pour répondre à la crise dans un premier temps, mais pour aider à promouvoir le changement systémique, qui est le sujet central de cette série de séminaires. Nos invités sont Eliane Brown, qui est une journaliste, écrivaine, documentariste du Brésil, John Pfeffer, qui est co-directeur du Foreign Policy in Focus à l'Institut d'études politiques aux USA, Prabir Purkayastha, qui est lui ingénieur, activiste, fondateur du Daily Science Forum en Inde, et moi-même, qui anime un programme à la télé et à la radio aux États-Unis qui s'appelle The Laura Flanders Show, où on dit que les gens qui ne croient pas qu'on puisse faire des choses cèdent leur place à ceux qui agissent. Alors on s'emploie à mettre l'accent et étudier de très près les modèles de changement qui fonctionnent. Alors qu'on se parle, en ce moment, il y a au moins 3,7 millions de gens qui ont été testés positifs au coronavirus, au COVID-19. 3 700 000 cas. Et on s'approche de 1/4 d'un million de décès dans le monde. Dans chacun de nos pays, on est sous le choc face à la crise subie par nos systèmes de santé publique, ainsi que le stress qui en découle. On est ébranlé aussi par la façon dont cette crise, comme bien des gens l'ont souligné, jette de l'huile sur le feu, des divisions qui existaient déjà dans nos sociétés. Alors notre rôle ici, c'est de voir comment cette situation qui pourrait basculer dans l'une ou l'autre direction pourrait au contraire être redirigée vers la construction d'une société plus juste et équitable, si on œuvrait ensemble et si on travaillait d'une façon stratégique. On va essayer de parler le plus lentement possible pour la traduction simultanée qui se fait dans plusieurs langues. Et j'aimerais commencer maintenant en demandant à Prabir de présenter le contexte, de la façon dont il voit les choses dans ce contexte d'épidémie de COVID-19. Et qu'est-ce que ça révèle dans la situation qui intéresse particulièrement Prabir? Alors, merci d'abord de m'avoir invité à ce webinaire. C'est une excellente occasion de m'adresser à différentes personnes qui se trouvent elles aussi en confinement, comme nous le sommes tous dans la plupart des pays. Et je crois que j'ai le privilège d'être l'aîné parmi vous. C'est pourquoi je suis le premier à intervenir. Si on regarde la situation liée à la COVID-19, il est clair qu'on se trouve face à un nouveau virus inconnu dont personne ne connaît les anticorps qui interviennent dans nos corps. Nos corps combattent, mais on n'a jamais vu ce virus auparavant. C'est pourquoi il n'existe pas d'anticorps pour ce virus en particulier. Et on a pu constater aussi qu'il est extrêmement contagieux. Il s'est répandu dans les communautés
en particulier très rapidement, bien que le nombre de décès, proportionnellement au nombre de personnes répertoriées, n'est peut-être pas si élevé. On parle de l'ordre de 1, 2, 3% si les hôpitaux ne s'effondrent pas. S'ils s'effondrent, bien entendu, dans ce cas-là, les chiffres seraient beaucoup plus élevés. Une chose qu'on a pu constater par rapport à ce virus, et qui je crois est très importante, c'est que les pays qui croyaient que la maladie infectieuse faisait désormais partie du passé ou qu'elle n'existait plus que dans les pays du tiers-monde à cause du manque d'hygiène, de la facilité de transmission par la promiscuité, par les parasites et ainsi de suite, sans parler des habitudes alimentaires, des produits frais, de toutes les autres questions qu'on soulève. Mais en général, on pense que les maladies infectieuses sont révolues. Et c'est vrai aussi que le troisième fléau n'a pas rejoint l'Europe occidentale ou les États-Unis. Il était essentiellement limité à ce qu'on appelait les colonies. Donc, c'est le cœur de ces convictions qui a été frappé. La supériorité du système occidental sur tout le reste. Et c'est ça qui est ébranlé maintenant. Maintenant qu'il n'est pas en mesure de faire face à ce que d'autres pays sont déjà en train d'affronter, c'est-à-dire le contrôle d'une maladie infectieuse. On a vu Forbes classer parmi les pays qui étaient le mieux préparés, finir par enregistrer les pires résultats. Et ce n'est pas une grande consolation pour ces pays qui n'ont pas encore été autant frappés par la pandémie, comme l'Inde. On compte actuellement 50 000 cas, mais où les chiffres ont augmenté vertigineusement pendant les 8 à 10 derniers jours. Mais je pense que c'est une question de temps avant que ça n'atteigne tous les pays. Mais c'est vrai aussi que certains pays qui pensaient ne pas être touchés ont montré leur incapacité à gérer la situation jusqu'ici. Et les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni n'ont pas du tout été à la hauteur. On peut le constater dans les chiffres. Maintenant, bien entendu, il y a également le Brésil qui les rattrape, on a la Russie aussi. Alors oui, il y a d'autres pays maintenant qui semblent emboîter le pas. Mais le point, c'est qu'il s'agit d'un défi sur échelle mondiale et ça ne fera qu'accentuer toutes ces fractures déjà existantes au sein de la société et de notre façon d'y réagir. Alors je vais m'arrêter ici parce que je voulais juste mettre en contexte des enjeux plus vastes et c'est un défi non seulement pour la gauche et la droite, c'est un défi autant pour les pays développés pour ceux en voie de développement, car tous vont devoir relever des différents défis. Très bien. Eliana, parlons de votre situation au Brésil maintenant. Alors j'aimerais commencer par vous dire bonjour d'abord, ou peut-être bon après-midi, dépendamment de où vous vous trouvez dans le monde. Et je suis très heureuse d'être ici. J'aimerais dire que le pire qui peut arriver après cette pandémie, ce serait de revenir à ce qu'on appelle la normalité. Qu'est-ce que c'est la normalité d'abord et pour qui? Comment est-ce qu'on peut appeler cela la normalité lorsque 1% des plus riches dans le monde possèdent 2 fois la richesse de 7 milliards de personnes? Une normalité où les gens sont appauvris, une normalité où les êtres humains sont devenus des marchandises. Une normalité aussi où l'espèce humaine est devenue une force destructrice capable de changer le climat sur la planète. Alors cette normalité à laquelle les gouvernements libéraux et les grandes corporations veulent que l'on revienne après la pandémie est une normalité redoutable. Et ce retour à la normalité qu'on appelle maintenant la normalité du 1% fait l'objet de négociations. Elle est en cours de négociation, notamment entre Donald Trump et les compagnies pétrolières. Et c'est même pire, car ça laisse penser qu'on ne retournera même pas à la normalité. Ce que l'on crée ici, c'est une normalité qui est encore plus dangereuse, sous prétexte qu'il faut récupérer le temps perdu, entre guillemets. Et comme ça, des populations entières vont être poussées, en fait, à produire encore plus qu'avant. Des pays comme le Brésil vont exploiter l'Amazonie sous ce prétexte. Et le contrôle exercé sur la vie privée va devenir encore plus grand de la part de ces pays-là. Et sous prétexte que ces temps sont durs pour tout le monde,
on va avancer ces arguments. Alors les droits qui ont été bafoués par les gouvernements néolibéraux le seront encore davantage. Et c'est pourquoi il faut convaincre tout le monde qu'il faut se sacrifier pour le bien commun. Mais on sait qu'il n'y a aucun bien commun, il n'y a rien de commun, c'est un mensonge qu'on veut nous faire croire. On sait que c'est toujours aux mêmes gens qu'on demande des sacrifices, aux plus robustes. Alors que la richesse reste entre les mains de ceux qui tiennent le fouet. Et il est clair que l'avenir va être controversé et que les chances sont grandes que la situation s'aggrave encore davantage. Et ce qu'on va faire, c'est de rebâtir la normalité du 1%. Alors dans cette pandémie, la tâche la plus urgente pour nous, c'est de survivre et d'aider les plus vulnérables à survivre. Et en même temps, il faut enrayer cette situation. Mais pour les 99% de la population mondiale aujourd'hui, il faut arrêter ce retour à la normalité du 1%. Beautiful. Très bien. Merci, Eliana. Et c'est une belle description d'un nouveau départ, un moment où on pourrait rééquilibrer certaines inégalités en répondant à cette crise. John, pour vous, en parlant d'abord des États-Unis, quelle est la perception de la situation de la pandémie du COVID-19 là où vous vous trouvez? Merci, Laura. Je suis très heureux de participer à cette rencontre aujourd'hui. Alors, les États-Unis, comme vous le savez, sont devenus l'épicentre de cette pandémie. Et très tristement, nous sommes devenus le numéro 1 dans le monde, n'est-ce pas, comme Donald Trump l'avait dit dans ses promesses électorales. On connaît plus de 1,2 million de cas, presque 75 000 décès, et la courbe n'a pas été aplatie. En d'autres mots, on continue à connaître une augmentation vertigineuse du nombre de personnes affectées. En même temps, on vit une crise économique terrible. Le taux de chômage est monté en flèche. On a 33 millions de personnes sans emploi, ce qui représente jusqu'à 25% de la force de travail dans certains États. Maintenant, Donald Trump, le président d'extrême droite, a poussé pour la réouverture de l'économie. Il a poussé pour aller de l'avant, malgré le fait qu'on n'ait pas réussi à aplatir la courbe et aller de l'avant, même si on n'a pas mis en place un programme de tests solide ni de retraçage des contacts. Et on pousse vers la réouverture de l'économie. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas dans l'importance d'aplatir la courbe, dans une sorte d'attitude de déni face à la pandémie. Un petit peu comme le négationnisme vis-à-vis des changements climatiques. Ou bien, encore, c'est parce qu'on s'en moque ou on ne s'inquiète pas du nombre de décès, du nombre de gens qui mourront parce qu'on a choisi de réouvrir l'économie. On a été témoins de miliciens armés qui manifestaient pour la réouverture de l'économie, avec d'autres figures d'extrême droite à côté de différents mouvements. Et dans un sens, il s'agit de manifestations contre le gouvernement. Et donc, ils protestent en fait contre les États, contre les gouvernements des États qui décident de prolonger la quarantaine. Et ce sont des manifestations contre le gouvernement qui se déroulent avec l'accord du président, avec la bénédiction de Donald Trump. Ce qui est quand même assez extraordinaire quand on pense à une situation où on a un président qui appuie des manifestations contre son gouvernement. Trump, bien entendu, s'inquiète d'une seule chose, de lui-même et de ses perspectives de réélection. Puisqu'ici, c'est une année d'élections aux États-Unis, on aura des élections présidentielles au mois de novembre, et Donald Trump s'inquiète uniquement de sa réélection. Alors, il s'est concentré sur ses grands projets, pas tant la pandémie, mais s'est efforcé de bien garnir les cours, le système judiciaire, en mettant autant de conservateurs que possible, notamment à des postes de juges.
Et s'est également concentré sur la construction du mur avec le Mexique, le grand mur qui sépare les États-Unis du Mexique. Aux dernières nouvelles, il semblerait qu'ils veulent le peindre en noir, bien sûr. Et pour le peindre en noir, ça coûterait 500 millions de dollars. Alors imaginez qu'on traverse une crise économique grave. Imaginez qu'on est au cœur d'une pandémie et le président veut dépenser un demi-milliard juste pour repeindre un mur. Et enfin, j'ajouterais que, puisqu'il s'agit d'une année électorale, l'administration Trump a commis autant d'erreurs en gérant cette pandémie, au point qu'il va falloir qu'il trouve une façon de rejeter le blâme sur quelqu'un. Alors que la dernière tactique a été celle de renvoyer la responsabilité à la Chine en disant que c'est juste à cause de la Chine si cette pandémie est arrivée, que la crise qu'on connaît actuellement aux États-Unis a été provoquée par la Chine. Et donc l'administration Trump cherche à appliquer des sanctions et à trouver d'autres moyens pour obtenir des réparations de la part de la Chine, des compensations de la part de la Chine pour toutes les difficultés qu'on vit. Alors c'est pour ça que d'ici les élections, je m'attends à voir davantage de tentatives encore de la part du président pour essayer de renvoyer le blâme le plus loin possible de lui vers d'autres joueurs, plus particulièrement la Chine. Laura, your microphone. Alors, avant, je vous donnais des instructions intéressantes sur comment utiliser la technologie, mais c'est clair que j'ai bien intégré tout cela. Alors, excusez-moi, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une option traduction en bas de votre écran pour que vous puissiez d'abord choisir d'écouter la langue de votre choix. Comme ça, vous pourrez suivre toute la conversation dans cette même langue. Alors, vérifiez ça. Le bouton est situé entre celui des questions-réponses et le bouton plus. Alors, merci beaucoup pour nous avoir mis en contexte aussi habilement et merci pour avoir bien respecté votre temps de parole. Alors, aux États-Unis, juste pour revenir sur ce que John vient d'exposer, quand il a parlé de manifestations, on compte 160 manifestations de ce genre qui ont eu lieu il y a une quinzaine de jours, certaines plus petites que d'autres, mais dans certains cas avec la participation d'hommes qui portaient leur équipement militaire, des hommes blancs avec leur équipement militaire, leurs armes, et quelques femmes qui sont entrées dans des capitales des États avec des armes. On leur a rien dit pendant que le président Trump claironnait son appui. Parmi les manifestants, il y en a qui protestent contre la situation économique, mais on a vu aussi des organisations de Blancs, des organisations défendant la suprématie blanche, utiliser ces rassemblements comme une façon d'affirmer leur légitimité et de faire paraître leur groupe et leurs opinions extrémistes comme faisant partie de la tendance générale. Aux États-Unis, rien de tout cela est spontané. Même s'il s'agit d'une réaction, ce que l'on voit est surtout le fruit d'un agenda préétabli du même genre que celui dont parlait Eliana. Alors j'aimerais revenir un petit peu à vous, Eliana, pour vous poser la question par rapport au Brésil. Il y a un phénomène semblable comme la montée de la droite, d'une droite gouvernementale, ainsi que le rôle de Bolsonaro lui-même et le rôle plus général des mouvements de droite visant à pousser un agenda préexistant. Ou bien croyez-vous que certaines de ces réactions-là sont spontanées et spécifiques à cette situation? Alors j'aimerais continuer peut-être avec mon fil d'idées. Alors, bien entendu, je vais parler de l'avenir aussi, mais j'aimerais juste expliquer comment je vois le rôle de Bolsonaro et de ceux qu'on pourrait appeler les despotes élus. Alors, lorsque je dis que l'on va voir quelque chose de différent par rapport à avant la pandémie, c'est le futur précisément. Le futur est devenu un terme et un concept subversif. De quoi avait l'air le futur avant la pandémie? Bon. Alors on vivait dans ce qu'on appelle la crise de la démocratie occidentale, c'est-à-dire
que la démocratie n'a jamais été en mesure d'apporter ce qu'elle avait promis à la plus grande partie de la population. Elle n'a pas tenu ses promesses, car elle n'a jamais pu se réaliser jusqu'au bout dans plusieurs pays, que ce soit les États-Unis, le Brésil, la Hongrie, etc. Ils ont créé ce qu'on appelle le phénomène des despotes élus. Et qu'ont-ils à offrir aux gens, ces despotes élus, des gens comme Trump, comme Bolsonaro? Ils vendent un passé, en fait, un passé qui n'a jamais existé. Un passé où la paix régnait et où les gens acceptaient leur place passivement. Ce qui veut dire que, par exemple, les Noirs acceptaient leur rôle de subalterne passivement, les peuples indigènes aussi, les femmes acceptaient passivement leur rôle subalterne, et elles acceptaient aussi le fait que le genre soit binaire ou déviant. Un passé où chaque chose était à sa place, où chacun savait quelle était la place de chaque chose, et où tout se réglait dans la paix. Alors on sait que ce passé-là n'a jamais existé. Il était lourd de conflits, de soumission, d'effacement et d'extermination. Des despotes élus comme Trump et Bolsonaro ont libéré le passé de ses complexités et de ses morts pour offrir aux gens un monde émouvant, brandissant la peur pour effrayer les gens en menaçant d'insurrection de la part de ceux qui ont toujours été considérés comme des sous-êtres. Mais pour quelle raison les despotes élus proposent un passé qui n'a jamais existé? Parce qu'ils n'avaient jamais de futur à offrir. L'avenir, c'est la crise climatique dont ils essayent par tous les moyens de nier l'existence. Mais c'est en train d'arriver. Le futur est hostile. Pour pouvoir rester au pouvoir, ils ont besoin de vendre un passé qui n'a jamais existé et nier en même temps farouchement le futur. C'est très important de comprendre qu'ils ne peuvent conquérir et conserver le pouvoir qu'en niant l'avenir. Ce ne sont pas des négationnismes vis-à-vis de la crise climatique parce qu'ils croient qu'elle n'existe pas. Ce sont des négationnistes parce qu'ils sont incapables d'offrir un avenir. Exactement, car ils sont au service des compagnies transnationales qui sont responsables de la crise climatique. Et c'est là le point faible de la droite. Lorsqu'elle nie l'existence de la crise climatique, parce que si elle le fait, elle doit forcément nier l'avenir. Et c'est justement cette brèche que la pandémie a ouverte. Tout d'un coup, le monde s'est arrêté. Le premier secret révélé, comme Bruno Latour le disait, c'est que c'est possible d'arrêter. Lorsque les scientifiques, les jeunes et les adolescents criaient à perdre haleine qu'il fallait réduire la production pour sauver leur vie et la vie de leur planète, qu'il fallait qu'on change de mode de vie, les gouvernements et les grosses corporations ont répondu que c'était impossible. Et la pandémie, elle, de son côté, a prouvé qu'au contraire, c'était possible. C'est ce qu'elle a prouvé. Et qu'on est capable de le faire rapidement. En quelques semaines seulement, l'impossible est arrivé. C'est pour ça aussi que le 1% de tous ceux qui sont au service de ce 1% ont changé de bord. Ils ont revu le discours néolibéral, soutenant le retour à la normalité, le retour à la production, le retour à la croissance, en disant qu'on ne peut pas tout changer et qu'il faut accélérer le pas pour récupérer en quelque sorte ce qu'on a perdu. Et ce discours, le discours du retour à la normalité, sert aussi à cacher le secret que la pandémie autour de nous a révélé, c'est-à-dire qu'il est possible de s'arrêter. Et surtout qu'il est possible de faire des changements. Très bien. Merci beaucoup, Eliana. Vous invitez à suivre le fil de John dans le sens que ce que je vois aux États-Unis, c'est également une absence de futur à offrir. Et à la place, on assiste à une manipulation des aspirations des gens pour leur vendre à la place un passé. Est-ce que c'est aussi révélateur d'une crainte, j'aimerais que vous me disiez, une crainte vis-à-vis du futur par rapport à une nouvelle majorité raciale, une nouvelle approche politique, une nouvelle approche, une nouvelle redistribution possible sur le plan économique? Jusqu'à quel point la droite agit-elle par peur? Et jusqu'à quel point exploite-t-elle ce moment-ci pour avancer dans son agenda préétabli? C'est une bonne question, une bonne série de questions, je dirais, Laura. Je crois que l'extrême droite a largement fait avancer son agenda en faisant levier sur la peur
Ici aux États-Unis, en tout cas, c'est clairement la peur de l'autre, l'autre qui est représenté par les immigrants, par les étrangers, qui est représenté par les travailleurs migrants. Alors oui, les questions d'immigration et de commerce ont toujours été au cœur de l'agenda de l'extrême droite. Et en ce moment, en ces temps de coronavirus, ça représente une énorme opportunité pour l'extrême droite, parce que tout le monde a peur, tout le monde s'inquiète de l'avenir, tout le monde est incertain par rapport au futur. Et l'extrême droite, j'aimerais le souligner, l'extrême droite a œuvré pour franchir les frontières. Elle a œuvré au niveau transnational en créant une sorte de nationalisme international, pas uniquement à l'intérieur d'un pays en particulier, pas juste aux États-Unis, mais plutôt en forgeant des liens bien au-delà de ces frontières. Et tout ça, ça continue, même maintenant, même pendant cette pandémie de coronavirus. Même si les représentants de l'extrême droite ne peuvent pas voyager, même s'ils ne peuvent pas se rencontrer, ils se retrouvent de plus en plus souvent sur Zoom, un peu comme nous le faisons, et virtuellement aussi pour rester en contact et pour coordonner leur communication et leurs actions tout au long de cette pandémie. Ils sont également capables de prendre ce qui étaient des idées marginales il y a encore une dizaine d'années ou plus, pour les mettre bien en vue au centre, ces idées-là, pour les intégrer au courant politique dominant, comme la fermeture des frontières dont l'extrême droite s'est fait le champion pendant des décennies et qui maintenant est devenue une réalité. Les restrictions à l'immigration aussi, car l'extrême droite s'approprie de l'argument du mouvement des gens et le déplacement des maladies. Comme Viktor Orban en Hongrie disait, il s'agit des deux côtés d'une même médaille, et c'est certainement aussi ce que Donald Trump soutient. Et c'est une occasion pour attaquer les institutions internationales aussi. C'est ce que l'extrême droite fait systématiquement. Et maintenant, c'est elle qui brandit à nouveau au cœur de sa campagne contre ces organisations, comme l'Organisation mondiale de la santé. Et je ferai la distinction ici entre deux genres d'extrême droite. D'un côté, la droite radicale, de l'autre, l'extrême droite. L'extrême droite s'intéresse de près à ce qu'elle appelle l'accélérationnisme ou l'effondrement de l'ordre actuel. Et elle voit un peu la pandémie comme une excellente occasion pour accélérer l'effondrement de l'ordre, plus ou moins libéral. Et pour le faire, elle a encouragé toute une série d'attaques vis-à-vis d'étrangers, de minorités, et même vis-à-vis de personnes malades de coronavirus. Ici, aux États-Unis, il y a un néo-nazi qui a planifié un attentat à la voiture piégée contre un hôpital au Missouri. Il a été abattu par le FBI. Un autre aspect de l'accélérationnisme de l'extrême droite, c'est le fait d'utiliser le virus comme arme biologique pour transformer le coronavirus en une arme contre d'autres pays, contre certaines populations, par exemple. Alors, c'est ça, l'extrême droite. La droite radicale, de son côté, s'intéresse davantage aux politiques électorales, pas nécessairement à travers des gestes directs ou violents, mais elle s'est concentrée davantage sur la question de l'immigration et du remplacement, comme ils l'appellent, comme quoi eux vont venir chez nous pour prendre notre place en disant que les étrangers vont venir dans notre pays, en France, aux États-Unis, pour menacer la population dominante. Donc, c'est ce qui inquiète davantage la droite radicale ici aux États-Unis, pour contrôler ou éliminer l'immigration et pour passer à l'étape suivante. Car l'étape suivante dans ce scénario de grand remplacement, c'est la migration de retour. Et donc, non plus de réduire ou d'éliminer l'immigration, mais de forcer le départ de communautés immigrantes déjà installées. Et c'est ce qui fait partie, par exemple, du programme de l'AfD, Alternative for Deutschland, en Allemagne, qui est en train de devenir de plus en plus un élément central du discours politique de l'extrême droite. Alors, je vais juste conclure en disant que l'extrême droite est en train de se coordonner avec l'étranger en suivant des leaders dont les politiques convergent avec celles de Trump comme Bolsonaro, Johnson, en se suivant de près les uns les autres pour trouver des éléments qui les aideraient à faire progresser leur agenda. En même temps, comme je disais, ils attaquent les experts, les organisations internationales. Mais il y a également une campagne sur le web dans laquelle ils sont engagés et qui prévoit la diffusion de fausses informations sur le coronavirus
coronavirus, axé sur des composantes anti-asiatiques ou antisémites ou anti-mondialistes. Et il y a de plus en plus de recrutement aussi de la part de l'extrême droite. Ça se fait en ligne, virtuellement. Juste pour vous donner un exemple, et je vais conclure là-dessus, sur Telegram, qui est une des plateformes, les chaînes associées à la suprématie blanche et au racisme ont vu leur nombre d'usagers augmenter de 6 000 au mois de mars. Une chaîne associée à la suprématie blanche, qui se concentre uniquement sur la COVID-19, a vu son nombre de participants passer de 300 à 2 700 en un mois seulement. Alors dans ce cas, les suprémacistes blancs se servent de la pandémie, en fait, pour recruter, pour grossir leur rang. Ils voudraient peindre le mur en noir, n'est-ce pas, et le pays en blanc. Je crois que c'est ça leur plan. Alors, Prabir, on a entendu parler un peu des bêtises de Bolsonaro, de ses hommes, ainsi que du monde de Trump. Que pouvez-vous nous dire de M. Modi en Inde? Jusqu'à quel point y a-t-il des ressemblances? Et dans quelle mesure la situation en Inde, par contre, est-elle distincte? Alors, c'est à vous le micro maintenant. Une différence majeure, en fait, c'est que, contrairement à Bolsonaro, Modi a eu peur qu'il puisse y avoir une très vaste épidémie de COVID-19. Et c'est pourquoi il a procédé immédiatement à un verrouillage majeur au pays. L'Inde a subi un confinement sur très grande échelle, sans doute un des plus drastiques pendant 6 semaines. Les mesures étaient assez draconienne. Et bien entendu, le confinement a donné lieu à divers autres problèmes, mais je vais y revenir plus tard. Ceci dit, c'est une réponse très différente par rapport au déni. Et c'est ce qu'on a vu avec Bolsonaro, c'est ce qu'on a vu au départ avec Trump aussi, qui était vraiment convaincu que les systèmes occidentaux, les États-Unis, allaient régler cette question facilement et qu'il n'allait rien arriver de majeur. Alors c'est là une différence de taille par contre. La réponse de la droite vis-à-vis des minorités, l'exclusion de certaines tranches de la population, ça, c'est comparable entre l'Inde et les États-Unis, par exemple. L'agenda axé sur l'identité nationale en termes de race ou de religion, ça aussi, c'est pareil. Mais quand on parle de virus, on a constaté des différences sur le plan des réactions. Alors, quelles sont les ressemblances ici? Ça n'a pas voulu dire qu'ils abandonnaient leur agenda. Bien au contraire, chez nous, en fait, ce qu'on voit, c'est une centralisation complète du système. Une centralisation, car on a des États, des provinces, qui ont également leur propre gouvernement élu, qui possèdent certains pouvoirs. Alors tout ça, ça a été centralisé au moyen de la loi pour la gestion des catastrophes qui permet d'affronter la situation lorsqu'une catastrophe frappe le pays. Et dans ce cas, aucune autre loi ne peut aller à l'encontre de ce que le gouvernement établit. La deuxième mesure, évidemment, ça a été celle de centraliser tous les pouvoirs financiers. Et les gouvernements, les États, n'ont même pas reçu la part d'argent qui leur était due, même si ce sont eux les principaux responsables de la lutte contre la pandémie. Alors bien entendu, les soi-disant appuis ont été surtout dirigés vers le secteur corporatif. Et tout ce qui a été donné aux pauvres leur arrive au nom du Premier ministre. Alors c'est aussi l'avantage démagogique de pouvoir dire « c'est moi, le Premier ministre, en fond, qui vous donne l'argent ». Et ce n'est pas l'État qui vous donne l'argent, ce n'est pas le gouvernement, c'est Monsieur le Premier ministre, Monsieur Modi qui remet l'argent aux gens. Alors c'est aussi une attitude que vous affichez quand vous montrez que c'est vous qui les sauvez, même si vous faites pratiquement le contraire. Et l'autre chose, c'est ça, c'est en fait qu'on voit également une campagne féroce contre les minorités, contre l'opposition, en procédant à des arrestations contre les activistes en matière des droits civils, par exemple. Et tout ça, ça continue, tout ça, ça ne s'arrête pas. Et il n'y a aucun effort pour unifier les gens. Tout est fait pour les diviser davantage et pour renforcer le gouvernement central, pour présenter Modi comme seule et unique autorité politique dans le pays qui se bat pratiquement seule contre le coronavirus et qui aide les plus pauvres. Donc ça, c'est un autre problème. Et un troisième enjeu, c'est qu'on voit bien que les appuis dont on parle visent essentiellement le secteur corporatif, alors que les travailleurs migrants, 80% des ménages en Inde sont pauvres ou extrêmement pauvres. Alors il n'y a pas d'argent pour eux. Cet argent n'a pas été promis non plus. Pendant ce temps, la classe capitaliste commence
commence à parler de 60 heures par semaine, des semaines de 60 heures, passant de 40 heures par semaine à 60 heures. Et parlant aussi d'intérêt national qui devrait prévaloir sur le reste. Et ce qu'on voit, c'est une sorte d'agression. Non seulement on fournit aucun appui aux plus démunis, mais on les attaque par différents moyens. Tenez, aujourd'hui, par exemple, le secteur de la construction dans un des États a décrété qu'aucun travailleur migrant ne pourrait quitter l'État et les migrants se retrouvent à faire un travail d'esclave pratiquement. Et le train qui est supposé les ramener chez eux se bloque tout simplement pour les coincer. Alors comme tout ça, ça se passe en même temps, la réponse de la droite peut prendre différentes formes alors que la réponse de la gauche tend à être plus universelle et plus homogène sur le plan international. Alors parlons un petit peu de la réponse de la gauche, d'abord en Inde et ensuite internationalement. Rappelons-nous que notre agenda vise à faire ressortir parmi des réponses variées celles qui ont le potentiel de promouvoir les changements systémiques, ce qui est la thématique de cette série de séminaires. Faire évoluer des pouvoirs de façon systémique et structurelle. Est-ce qu'il y a quelque chose, Prabir, que les mouvements sociaux ou la gauche en Inde font actuellement ou qu'ils envisagent de faire, qui pourrait éventuellement être encouragé, qui pourrait être nourri, cultivé, peut-être aussi cultivé avec le soutien sur échelle internationale. Alors c'est intéressant de voir que l'Inde possède un mouvement solide dans le domaine de la santé, ainsi que dans le domaine scientifique. Alors ils ont décidé que c'était le moment de parler aussi de système de santé que l'on a, du système que l'on a et pourquoi la santé publique a été sacrifiée au profit du privé. Et je crois que ça, c'est un débat très important aujourd'hui, parce que si la COVID-19 est ce qui occupe l'attention des gens, il faut aussi que l'on trouve une réponse à la pandémie en tant que telle, et voir comment le capitalisme est en train de gérer cette situation-là. Et pourquoi est-ce qu'on vit une crise aussi du système de santé? Et là, on pourrait comparer le système de santé publique au système de santé privé, un système qui ne promeut pas vraiment la santé, mais qui traite plutôt la mauvaise santé, disons. Alors ça, c'est un des enjeux. Le deuxième enjeu, c'est le problème de la propriété privée et de la propriété intellectuelle. Qui détient les brevets pour les antirétroviraux? Qui détient le brevet pour le remdesivir, qui devient un médicament de choix? Il s'agit d'un médicament qui coûte cher. Alors comment on s'y prend? Comment on octroie les brevets? Est-ce qu'on a l'autonomie légale dans chaque pays pour octroyer les brevets? La réponse est oui. En cas de pandémie, on peut le faire. Donc est-ce qu'on a la volonté politique pour le faire? C'est la question qu'on se pose pour les gouvernements. C'est aussi vrai pour les vaccins. Qui charge les vaccins? Des vaccins contre la grippe à $20 l'un, c'est vraiment inaccessible pour 1,3 milliard de gens en Inde. Alors, il faut aussi qu'on parle de ce qui se passe avec les pauvres. Non seulement parler des marginalisés qui représentent en Inde une très grande proportion de la population, et c'est de loin la grande majorité, contrairement à d'autres pays occidentaux, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce besoin pressant? Comment est-ce qu'on peut aider cette population marginalisée, ainsi que tous ceux qui sont exclus? Et qu'est-ce qu'on fait par rapport aux attaques aux libertés civiles dont on est témoin? Et enfin, il faut qu'on tende la main, mais aussi pour réaliser un travail de solidarité sur le terrain, parce que si on ne le fait pas et si on en parle seulement, si on parle de comment le combattre, on ne gagnera pas en visibilité, à moins d'être prêt à revenir en arrière. Et pas juste de parler, mais aussi de livrer la marchandise, de distribuer des choses simples comme des aliments, comme les rations, comme toutes les choses dont les gens marginalisés ont besoin, surtout les migrants qui sont bloqués sans travail et sans moyens de subsistance. Quant à vous, John, sur cette même question concernant la réponse de la gauche, on a certainement entendu aux États-Unis des discussions sur la propriété publique, des brevets sur les vaccins et des brevets sur d'autres genres de traitements, des discussions sur une gestion publique et la fourniture publique de l'aide, de nombreuses discussions qui sont abordées dans mon émission d'ailleurs, sur les réseaux d'aide mutuelle qui répondent sans être attachés à l'État. Alors, sur quoi est-ce qu'il est important de se pencher, à votre avis, John? Je pense que le terme que vous avez employé est
malheureusement chargé de symbolisme. Et c'est le mot discussion, n'est-ce pas? Beaucoup de tout ça, ce sont des discussions. Et bien franchement, si on ne change pas le cadre politique de ce pays, ça va rester au niveau de discussion. Je crois que vous, ainsi que beaucoup d'autres, serez d'accord qu'une des choses les plus importantes qu'on peut faire ici aux États-Unis, c'est de neutraliser politiquement Donald Trump, destituer de ses fonctions et déposer ses détracteurs au Congrès de leurs fonctions. C'est une condition nécessaire, oui, mais pas suffisante. Parce que je crois que ce que le coronavirus a changé sur le plan politique de ce pays, c'est le fait qu'il y a une conscience croissante, autant dans la gauche que dans le courant dominant, comme quoi revenir au statu quo précédent qui existait avant la pandémie, ce n'est pas acceptable. Il s'agit là d'un énorme virage politique dans ce pays. Je vais rapidement partager quelques autres points qui, à mon sens, représentent des développements positifs aussi. L'un d'eux a trait à la crise climatique, la prise de conscience que oui, on peut, comme Eliana le disait, si on est capable de transformer notre société si rapidement à cause d'une pandémie, alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour affronter la crise climatique? Et ça représente le talon d'Achille pour l'extrême droite, qui n'a aucune réponse au changement climatique. Ou elle se positionne du côté du négationnisme ou bien du côté de l'inaction. Et Donald Trump, par exemple, a recommandé de planter des arbres comme réponse au changement climatique, n'est-ce pas? Et là, notre proposition pour un New Deal, et un New Deal qui soit vert, est vraiment une réponse nécessaire. Je ne vais pas décrire ici à quoi elle ressemble, mais je vais simplement dire que les récentes et extraordinaires élections en Corée du Sud, où le parti au pouvoir de Moon Jae-in a remporté la victoire, ont illustré non seulement la capacité remarquable de la part de la Corée du Sud à réagir à la pandémie, mais également le New Deal écologique que le parti de Moon Jae-in a proposé. Alors je crois que c'est porteur d'espoir. Et pour ce qui est de comment gérer l'extrême droite, j'ajouterais que sur le plan informatique, il y a la Nouvelle-Zélande notamment qui s'est avancée suite au massacre de Christchurch en présentant un appel de la part de Christchurch, ce qui à mon avis est un outil extraordinaire pour faire disparaître de la plateforme des discours d'extrême droite de haine, ce qui est une chose extrêmement importante à faire. Et enfin, et je sais que ça ne relève pas du changement systémique sur lequel je vais revenir lors de la dernière question, mais c'est aussi le fait de nommer et de dénoncer publiquement l'extrême droite. Car ça sert à délégitimiser politiquement ses leaders. Et c'est extrêmement important. On l'a vu lorsque Bolsonaro est venu aux États-Unis, on l'a empêché d'être reçu avec tous les honneurs à New York. Les manifestants l'ont littéralement chassé de la ville. Ou lorsque Donald Trump était en visite en Angleterre, plus tôt pendant son mandat, et qu'il a été chassé de Londres par les manifestants. Alors je crois que la délégitimation de ces leaders d'extrême droite est tout à fait cruciale pour avancer. Merci beaucoup. Je voulais juste rappeler à tout le monde que nous allons prendre les questions du public sous peu. On a encore quelques échanges avec nos panélistes, ensuite on va vous revenir. Alors je vous invite à écrire vos questions dans la chat. Et vous pouvez le faire dans la langue de votre choix. Eliana, l'avenir. Donc au Brésil et en particulier en Amazonie, comme souvent ailleurs dans le monde, lorsque les gens n'ont pas l'appui de l'État, lorsqu'ils ne font pas le poids face aux corporations, lorsqu'ils n'ont même pas le droit de vote, ils arrivent malgré tout à se rallier, que ce soit autour d'objectifs en lien avec l'écoféminisme, par exemple, ou l'autodétermination des peuples indigènes. Alors, quels sont les modèles que vous envisagez pour revendiquer et bâtir ce nouvel avenir? Si vous voulez bien les partager avec nous. Ensuite, j'aimerais qu'on amorce aussi la conversation sur comment faire pour accélérer ces initiatives et comment faire pour les bonifier.
Então, Laura, eu acho que antes da pandemia, nós estávamos vivendo num Bonjour presente Laura. contínuo Alors, e imparável. tout Estávamos vivendo d'abord, no tempo da avant la velocidade. pandémie, Nosso tempo era nous devorado vivions pela dans un vida présent 24 horas por 7 instable. dias Nous da vivions à une semana. grande A vitesse. gente estava Notre temps est vivendo um occupé ruído 24 heures ininterrupto da sur 24, internet, 7 jours par roubados semaine. de Nous toda a vivions possibilidade avec de un bruit silêncio, constant portanto de fond, roubados le da bruit de l'Internet qui possibilidade nous de empêchait escutar nossa d'entendre le própria silence voz. et qui nous Muitas empêchait de vezes nous écouter les uns silenciando a les dor autres, de uma vida sem vivant vida, une sem sorte de tempo, vie sans com vie, depressivos e ansiolíticos remplie e hipnóticos. d'antidépresseurs, E de remplie repente, nós d'anxiolytiques paramos. et de médicaments. Essa enorme explosão de subjetividade Et au subitamente cœur de libertada cette grande produziu uma insurreição. absence de subjectivité, Que il insurreição y a é eu essa? tout d'un coup A de tirar o une futuro sorte do campo d'insurrection das libératoire. impossibilidades. Il Nesse s'agissait século, é a primeira d'une vez que o futuro insurrection volta qui ao naît debate. du monde de Talvez desde o l'impossible. fim Parce que pour la première d'utopias que fois, ce alguns chegaram a siècle-ci, interpretar como fim da história, le o futur futuro não volta signifie ao un debate. retour Dos aux grandes racines. pensadores Depuis la mort ocidentais, des utopies, les ativistas gens nas interprétaient periferias do cela comme la planeta, fin o de futuro está em l'histoire. toda parte. Mais le futur n'a pas O futuro disparu está des no débats. ar, o Et futuro l'avenir, voltou. le futur est E partout. agora, Il est os dans l'air. déspotas eleitos, L'avenir, a c'est direita maintenant. neoliberal, o Et les capitalismo despotes têm élus, enorme la problema. droite néolibérale, le Nossa capitalisme, tarefa font mais face à un gros emergencial problème. aqui e em toda parte Notre tâche é la plus tornar urgente, esse ici et problema partout, ainda maior. c'est celle de tornar esse rendre ce problema problème insuperável. encore plus É gros manter o pour la futuro droite. no C'est de campo rendre ce das problème possibilidades. insurmontable. É criar C'est futuro d'accorder à dos ce futur-là 99% le moins de chances para possible. os C'est de bâtir un 99%. avenir avec le Para 99% des isso, gens eu acredito et que a gente pour ce precisa de 99%. compreender 4 Et pour pontos. ça, O primeiro il faut é comprendre nunca 4 voltar a points. usar a frase D'abord, estamos no mesmo barco. c'est qu'il faut jamais utiliser l'expression on e a est crise tous dans le même climática bateau. têm muitos pontos em comum. La Inclusive pandémie o fato et la de crise compartilham climatique da mesma ont plusieurs causa, points en a commun, destruição y da compris le natureza, fait a qu'ils ont mesma une origine destruição commune, que la faz com que destruction de la estejamos nature, inaugurando o tempo das cette pandemias. destruction A partir qui a da Revolução conduit Industrial, à o uso de la pandémie. combustíveis fósseis, nós começamos nossa Alors corrida para nos depuis tornarmos les temps uma de la, força de la révolution destruição capaz de industrielle alterar o clima et do le début de planeta. l'utilisation des Na combustibles medida do fossiles, avanço do capitalismo, on est entré dans avançamos une também a course pour velocidade devenir com que une isso force aconteceu. destructrice Hoje, capable nós de enfrentamos o changer le climat de superaquecimento notre global planète. e uma perda Et avec les progrès du alarmante de capitalisme, nous avons également biodiversidade. accéléré le Os rythme humanos já auquel tout mataram cela uma se grande passe. parcela de Maintenant, tudo que nous nous havia. trouvons face à un Nossa réchauffement espécie, planétaire que sempre et face à temeu une a énorme catástrofe, perte de tornou-se a biodiversité. catástrofe Les hommes ont terrível. déjà détruit une bonne A partie des questão é différentes que, espèces vivantes se et notre constituímos uma espèce est devenue la espécie, source a de tous les espécie humana, cataclysmes qui essa nous espécie arrivent. não é genérico. Não existe esse nós. Não existe esse nós para a crise Et climática l'espèce e não humaine, existe esse nós n'oublions para a pas, n'est pandemia. pas générique. A Il n'existe realidade pas de é que a nous minoria pour le que coronavirus. concentra Il as n'existe pas de riquezas nous pour la produziu a pandémie. crise climática. La E uma réalité, maioria c'est que c'est une pagará mais minorité por qui a ela dans e ses pagará mains mais la cedo richesse et parte qui est à dela com a l'origine de vida. cette crise Sem climatique, contar alors que la todas as majorité des outras gens espécies não va payer humanas, pour cette même crise todos avec os outros leur propre vie. habitantes do planeta, Et os corais c'est dos sans grandes compter mamíferos, toutes os les autres insetos das espèces grandes árvores, vivantes, pagarão non sem humaines, jamais terem tous ceux qui colaborado vivent sur para a cette crise même terre, climática. depuis les plus É o que a petits ONU chama insectes de jusqu'aux plus apartheid gros mammifères, la nature, les Quem arbres, mais tous paga vont payer sofrerá com a crise sans avoir climática aucunement já está participé sofrendo à causer são os cette crise negros, os climatique. indígenas, C'est ce que as les Nations mulheres, Unies os appellent mais l'apartheid pobres. climatique. É o Et ceux mesmo qui que vont acontece com a souffrir le pandemia. plus, ceux qui se trouvent au Dizem que cœur o de vírus cette não escolhe crise raça, não escolhe climatique gênero, ont não déjà escolhe commencé à en classe payer le social. prix. Et ce É sont les fato. Noirs, les O peuples vírus indigènes, les vírus não femmes, faz les plus escolhas pauvres. morais. Et c'est O la même vírus chose só avec la toca pandémie. a sua On dit vida que le de vírus. virus ne choisit pas A la questão race, é le que são genre os ni la negros, classe os sociale. indígenas, C'est que são juste os un mais virus pobres, que qui menos vit son condições existence de têm de se virus. proteger dele. Le E são problème, eles que morrem mais. c'est que les Noirs et les No Indigènes Brasil, sont les esse plus apartheid démunis. ficou especialmente Ils ont moins de explícito moyens na pour se primeira protéger morte por et ce sont les premiers Covid-19 à no Rio mourir. de Janeiro. Uma empregada doméstica que On l'a não vu. pôde fazer isolamento Et c'est porque a ressorti patroa da clairement zona à Rio de sul do Janeiro Rio, a mais rica da quand on a vu le cidade, premier não décès dispensou do causé par la trabalho de limpar, Covid-19, lavar e qui cozinhar. était A patroa, une aide que acabara ménagère, de une dame voltar qui do travaillait carnaval pour na une Itália, femme também aisée não au achou sud que era de Rio. necessário contar sua empregada Elle était que tinha donc os dans le sintomas quartier de plus riche de la Covid-19. ville. Elle n'a Então, pas a pu empregada obtenir, morreu. cette femme de ménage, Mais son uma congé vez, pour são os arrêter de mesmos nettoyer, de os cuisiner, de laver. matáveis desse mundo. Et sa patronne venait Assim, é juste de preciso ter rentrer du muito nord de claro l'Italie. que Elle n'a tanto pas para a jugé crise pertinent de climática dire à quanto son para a employé qu'elle avait pandemia de été Covid-19, infectée. não Et c'est comme estamos no ça mesmo que sa barco. femme de Uma ménage a attrapé à minoria son tem tour um le hiato virus et qu'elle est de décédée. estimação. Alors c'est A pour ça que maioria
vis-à-vis de tem um barquinho de papel. de l'épidémie de COVID-19, on n'est pas tous dans le même bateau.
Il y a une minorité qui possède peut-être le dernier modèle de yacht sur le marché, alors que la plupart des gens ont juste un bateau en papier. Ce que vous venez de dire est très important. Dans mon programme, on termine chaque émission en posant la question suivante aux invités. Quelle est l'histoire qu'on racontera à l'avenir pour décrire ce que nous sommes en train de vivre en ce moment? Alors, je voulais vous poser la question, Eliane. Il n'y a pas un seul bateau, il n'y a pas de nous, il n'y a pas de nous en tant que gauche. Mais quelle est votre vision sur comment maintenant on peut créer des partenariats entre nous pour rendre ce problème le plus gros possible pour la droite, pour le capitalisme, le plus gros possible? Alors, le point de départ pour bâtir un avenir, c'est d'abord de comprendre que nous ne sommes pas tous dans le même bateau, comme je disais. Ensuite, il faut se concentrer sur la question des inégalités. Après, il faut faire face au dogme de la croissance. Le dogme de la croissance, ce n'est pas simplement ce qui est associé à la droite, mais à la gauche également. Au Brésil, dans la plupart des pays d'Amérique latine, les leaders au pouvoir ont utilisé ce dogme de la croissance en avançant sur le chemin de la destruction. L'extrême droite, qui est actuellement au pouvoir au Brésil, a accéléré ce processus destructif. Mais la gauche n'a rien fait pour arrêter ce processus une fois qu'elle a pris le pouvoir à son tour. C'est difficile à reconnaître, mais on va nulle part en fait si on continue dans cette voie. Il faut laisser le négationnisme à Trump, à Bolsonaro, à leurs détracteurs. Mais dès que la pandémie au nouveau coronavirus se sera calmée, si ça arrive, les prophètes du néolibéralisme vont clamer fort et haut qu'il faut produire et relancer la croissance. Le seul dogme qui tienne en économie, c'est celui de la croissance. Des milliers d'économistes perdraient leur travail dans le domaine de l'astrologie économique si le dogme de la croissance était révoqué. La croissance est un impératif pour tous les pays. Le Brésil était un modèle économique pendant la dictature militaire. Il s'agit de faire grossir, encore une fois, la tarte de l'économie pour ensuite se la partager, cette tarte. Alors plus tard, si le pays connaît une croissance, alors là, les plus pauvres auront eux aussi droit à une part de gâteau, plus petite. Le dogme de la croissance est construit sur le mensonge, sur la possibilité d'exploiter indéfiniment les ressources de la planète, une planète qui possède des ressources limitées. Et c'est facile de comprendre que tout cela est impossible. Et ensuite, il y a l'autre dogme, c'est celui de la pérennité, comme si c'était possible de rendre durable ce qui par nature ne l'est pas. Ce dogme de la croissance, en fait, c'est ce qui protège les privilèges des plus riches. Le problème n'est pas la distribution équitable de la richesse existante, mais une croissance insuffisante qui ne permet pas de générer assez pour tout le monde. L'impératif de la croissance est constamment répété pour cacher la justice structurelle, pour cacher la distribution inégale de la richesse. Ainsi, les plus démunis vont commencer à croire que leur pauvreté est causée par un manque de croissance. Mais quand la tarte a grossi, malgré tout, ils n'ont reçu rien, ou presque rien, que des miettes. Et le dogme de la croissance qui est à la base de la dépense dans le capitalisme est ce qui a conduit à la crise climatique. Et ce que l'urgence climatique démontre clairement, c'est que ce n'est pas possible de soutenir la croissance. Il est nécessaire de changer radicalement de style de vie. Comme le dit Greta Thunberg, notre planète est déjà en flammes. Avant d'affronter le réchauffement climatique et la perte d'écosystèmes vitaux, il est essentiel de redistribuer la richesse existante. Et le quatrième point, qui à mes yeux sont essentiels, consiste à changer notre forme mentale pour comprendre que l'avenir n'est à venir que s'il englobe toutes les espèces. Alors il ne faut pas oublier que cette production effrénée qui nous amène, c'est cette production effrénée qui nous amène vers des apocalypses. Et comme l'ont dit certains théoriciens, nous sommes très habiles à imaginer la fin du monde, mais nous semblons incapables d'imaginer la fin du capitalisme. Et c'est là la tâche la plus pressante qui nous attend. Imaginer la fin du capitalisme. Et je vais conclure avec un appel, car l'Amazonie est en train d'être détruite à un rythme qui s'accélère. Les responsables de la destruction de l'Amazonie ne possèdent pas de siège social,
Et la forêt Sem a Amazônia, arrive à un não point haverá de possibilidade de non-retour. controlar o Sans la forêt superaquecimento global. amazonienne, on ne serait pas en Nesse mesure de momento, contrôler le réchauffement agora, os planétaire. povos indígenas, Et en ce os moment, grandes les peuples protetores da indigènes, floresta, les estão gardiens de cette forêt, ameaçados de extermínio sont pela eux-mêmes menacés Covid-19. par le Eu coronavirus. quero lembrar a todos vocês que o Je voudrais vous rappeler Bolsonaro que não é Bolsonaro apenas problema do ne Brasil. possède pas, ne Bolsonaro pose é uma pas ameaça uniquement un problème pro planeta. pour le Brésil. Bolsonaro, c'est une Thank you, menace pour la Eliana. planète I entière. would like to turn to our last two Merci, panelists for their Eliana. last two J'aimerais inviter comments, maintenant les deux but to exercise, derniers panélistes à faire leur affirmative dernière action intervention par rapport and aux actions encourage you to positives à spend entreprendre. half as much Je vous time as encouragerais Eliana just spent, à prendre la moitié which du I think temps would qu'a only pris be right Eliana, in ce the qui serait équitable dans redistribution that l'optique we de are all cette in favor of. redistribution que nous While défendons we don't want tous. to grow bombs, Nous ne we souhaitons might pas want to grow nous armer, mais plutôt solidarity, cultiver la understanding, solidarité, justice. la We do compréhension want to talk réciproque about et la systemic justice. Nous change. voulons parler de Eliana, thank changement you for systémique. kicking off. Et merci Eliana Who d'avoir wants lancé to le go sujet. next? Let's go to you, Alors John, qui and end voudrait with Prabir, enchaîner? and then we'll go to questions. On pourrait écouter John peut-être et conclure Sure, I'll avec keep this Prabir brief, pour as passer ensuite aux questions. advised. Bien sûr, I think we have to je vais être recognize that bref. the far right has Comme been vous le suggérez, extraordinarily je crois qu'il faut successful reconnaître que in l'extrême droite internationalism. a And connu that un might succès seem like a extraordinaire paradox, en but the matière creation d'internationalisme. of a Et ça nationalist peut sembler un international, paradoxe, mais la is, création d'un direct, nationalisme and international it's also something constitue that une we on menace. the left Mais c'est have aussi to une learn leçon from, because I think que our nous, la gauche, internationalism devons has, tirer, shrunk. car je crois que notre internationalisme s'est essoufflé beaucoup au cours de ces dernières années. Il me semble qu'on a besoin d'un nouvel internationalisme, un internationalisme qui, d'une part, dépasse les divisions et les difficultés qu'il a connues dans le passé, le clivage entre politique et non politique, entre mouvements et ONG, entre stratégie interne et stratégie externe. Alors il faut qu'on se concentre sur un message populiste de gauche qui puisse avoir un effet d'entraînement. Ici, aux États-Unis, avec Bernie Sanders, le mouvement des indignés, en Grèce et partout dans le monde, un mouvement articulé autour de cette notion de nous, le 99%, contre le 1% qui est représenté par les oligarques. Et c'est un message politique très efficace, mais qui doit être verdi, en quelque sorte. Il faut le véhiculer dans le contexte d'un New Deal écologique sur échelle mondiale, car c'est la vision transformatrice dont on a besoin. Et il faut coordonner nos efforts internationalement, comme l'extrême droite l'a fait autour de ses messages à elle, son message de grand remplacement. Il faut apprendre à se coordonner, nous aussi sur le plan international, de façon beaucoup plus efficace en sortant de cette crise. Prabir, est-ce que vous avez quelques exemples pratiques à nous proposer? Je crois qu'il faut mettre de l'avant que c'est une nouvelle vision socialiste. Comment est-ce qu'on se distingue de ce que l'on critique? Autrement, on ne peut pas continuer à critiquer pendant longtemps, mais sans offrir d'alternatives au paradigme socialiste, parce que ça va tous nous mettre en difficulté. Alors je dirais que notre imagination socialiste doit également être mise à contribution pour chercher des alternatives. Je ne pense pas que la société va revenir vers l'ancienne normalité. Aucune pandémie au monde n'a jamais ramené la société en arrière, au passé. Et c'est improbable que ça puisse se produire. Ce qui risque davantage de se produire, c'est en ce moment. Alors qu'allons-nous faire? Comment est-ce que cette droite va-t-elle aller de l'avant? Est-ce qu'elle va être capable de survivre avec ou sans que la légitimité ne soit ébranlée, sans que sa propre légitimité soit ébranlée, ou bien est-ce que cette droite va s'effondrer? Quel va être le discours de ces gens qui nous disaient qu'on avait absolument besoin du pétrole, du charbon, des combustibles fossiles, maintenant qu'on constate que pendant le dernier mois, aux États-Unis, les énergies renouvelables ont produit plus d'électricité que le charbon et le pétrole? Alors ce genre de questions, il va falloir les poser et en parler. Il va falloir être capable de se rallier pour collaborer ensemble. Et j'aimerais également conclure sur cette question en disant qu'il va falloir qu'on apporte non seulement une vision socialiste, mais également une pensée critique, un point de vue scientifique, car tout cela doit servir à lutter contre l'agenda actuel de la droite qui divise profondément. La droite trop heureuse d'écraser les minorités. Et puis, il faut qu'on collabore entre nous, à l'externe. Alors je crois qu'il faut qu'on comprenne comment travailler ensemble sans renoncer pour autant à nos identités propres.
Dans le passé, la gauche a toujours tendu à être trop prescriptive vis-à-vis de tous les autres. C'est comme pour dire, c'est moi qui suis le seul qui détient la sagesse, et vous tous, peu importe le pays, vous adhérez à mon interprétation et ma vision. Alors je pense qu'on a besoin d'être beaucoup plus ouverts les uns aux autres, en se disant oui, parfait, mais accueillons les alternatives des autres pays, partageons nos expériences et travaillons ensemble sur des questions qui nous rassemblent. Discutons des questions qui nous éloignent aussi. Je crois que c'est ce genre de culture de la gauche dont on a besoin aujourd'hui. Le Forum social a ouvert des pistes, mais je pense qu'il va falloir aller plus loin que ça. On pourrait clore avec un dernier mot de votre part, Eliana, si vous voulez bien résumer. Ensuite, on passera aux questions. Et avant de vous passer le micro, je vais vous donner une petite idée du genre de questions que nous avons reçues jusqu'ici. Et on va y revenir. Ce qui en ressort de façon générale semble aller dans quelques directions différentes. Une question, un peu plus tôt, faisait référence aux attaques subies par les journalistes comme vous-même et la crainte de la censure de la part de ceux qui véhiculent l'information et qui la commentent. Alors, comment est-ce qu'on gère ce genre de situation et jusqu'à quel point ça peut être grave? Une autre question a trait au pouvoir de fournir une assistance qui relève de tous les gouvernements dont on a parlé. Tous ont le pouvoir de fournir aux gens une assistance ou une promesse d'assistance. Ces chèques dont parlait Prabir avant. Aux États-Unis, le président signe lui aussi des chèques pour prêter assistance aux citoyens. Alors, quelle est l'assistance que peuvent offrir aussi les autres forces, les mouvements sociaux, les gens de gauche? Une aide, un support, une assistance qui est tout aussi précieuse pour éviter que la droite puisse se prévaloir de ce pouvoir exclusivement. Et troisièmement, quelles sont les initiatives globales, qu'il s'agisse de la propriété publique des vaccins et des brevets autour desquels il serait intéressant de se mobiliser mondialement. Et la dernière question parle du pouvoir de l'imagination qui nous invite à sauvegarder et à protéger l'avenir. Alors, quels sont les mécanismes qui nous aideraient à le faire? Alors, vous pouvez commencer par la question de votre choix, mais je crois comprendre que les questions portent sur les réalités locales, nationales, globales et idéologiques aussi. Alors, allez-y, dans l'ordre qui vous convient. Alors, je m'excuse, à mon tour, un petit problème technique. Alors, je commencerai avec l'imagination parce que je crois que c'est une force très puissante. Et je crois que ce mot, imaginer à quoi pourrait ressembler l'avenir, porte en soi une force transformatrice. Et c'est important de dire, je crois, que la pensée qui nous a menés jusqu'à cette crise est la pensée traditionnelle occidentale héritée des Européens. Et je pense à la structure aussi de notre langue qui est influencée, jusqu'à la pensée critique qui a été en quelque sorte modelée par le capitalisme et qui découle à son tour de cette même pensée occidentale. Il semble donc qu'on ne puisse pas sortir de cette crise avec le même cadre de pensée qui relève d'un modèle profondément influencé par la culture et qui a été pendant des siècles celle dominante, masculine, blanche, cisgenre. Et il me semble qu'il est urgent que l'Europe, les États-Unis, une longue liste de plusieurs pays, y compris le Brésil, puissent vivre un processus de décolonisation de la pensée. Il est grand temps qu'on accepte d'autres façons de penser et qu'on apprenne à penser d'une façon qui soit structurée différemment et dans une langue aussi différente, avec une structure distincte. D'autres façons de voir les choses, le monde et les autres dans ce monde. Pour expliquer un peu mieux ce que j'essaie de dire, c'est important d'utiliser une des voix indigènes les plus connues. Et c'est celle de Ayrton Krenak, qui a écrit un livre particulièrement important qui s'intitule « Idées pour retarder la fin du monde ». Et il explique comment nous vivons d'une façon précaire dans une relation vis-à-vis de la nature qui nous amène à consommer tout ce qu'elle nous donne. Alors tout est utilisé en abondance. Tout jusqu'à ce que nous formions une constellation de gens tellement vaste que nous consommons de tout
Jusqu'au point que la nature nous dit, bon, parfait, arrêtez tout cela, car autrement vous allez épuiser tout ce que je vous offre et les différentes formes de vie. Est-ce que vous allez partager la production de la vie et décider quels sont les fragments de vie qui reviennent à chacun d'entre vous? Et ensuite, dans cette iniquité que vous avez créée, vous allez gérer les eaux, l'oxygène, la nourriture et la terre? Alors c'est là que la nature décide de commencer à mettre des limites à nos ambitions. Alors, pour conclure, nous avons besoin de nous décoloniser tout en restant ouverts à d'autres formes de pensée émergentes qui ont su vivre en harmonie avec la planète. Et c'est comme ça seulement qu'on pourra sortir de cette crise systémique. Ce qui veut dire que les autres façons de penser doivent occuper une place centrale pour que nous, occidentaux, nous apprenions aussi à céder les privilèges acquis avec les inégalités et cesser d'être les seuls à parler. Et j'aimerais conclure en disant que, puisque nous faisons partie d'une civilisation non durable, comment pouvons-nous produire alors de façon équitable? Alors le titre mentionné par Eliana, c'est donc « Idées pour retarder la fin du monde ». On peut certainement vous partager davantage d'informations sur ce livre d'ici la fin de la session. J'aimerais vous rappeler de suivre Global Dialogue sur les médias sociaux et on va distribuer cette information ainsi qu'un lien vers l'enregistrement de cette session sur YouTube une fois qu'elle sera terminée. Mais avant ça, j'aimerais que John et Prabha puissent répondre chacun à quelques questions sans trop aller dans les détails. Alors, comment est-ce que la gauche peut-elle éviter que la droite exploite le pouvoir qu'elle a de donner une assistance aux gens? Et quelles sont les initiatives globales qui peuvent nous inspirer? John? Alors, je vais tenter d'être bref. Bien sûr, pour répondre à la première question déjà, comment éviter que l'extrême droite exploite les ressources économiques dont elle dispose pendant cette pandémie? Nous avons besoin d'abord d'observateurs vigilants comme les institutions, c'est-à-dire les journalistes, mais également des observateurs officiels. Et ça soulève un défi, parce que nous, en tant que gauche, nous nous concentrons généralement sur un programme de gauche. Et beaucoup de ces éléments sont critiques pour les institutions libérales. Et quand c'est l'extrême droite qui prend la relève, comme aux États-Unis, au Brésil, en Europe, nous nous retrouvons avec un double mandat. Alors d'une part, il faut faire avancer notre agenda, celui d'une économie équitable, durable, par exemple, et d'autre part, défendre certaines institutions libérales traditionnelles, non pas économiques, mais politiques. Des institutions, donc économiques, non pas en économique, mais politique, des institutions de surveillance officielle qui puissent garantir la liberté de presse, la liberté d'association, la liberté de parole, des choses que nous avons prises pour acquises dans le passé, mais qui sont maintenant remises en question par l'extrême droite. Je crois que c'est le premier point. Deuxièmement, il me semble que quelqu'un parlait de résonance émotionnelle aussi. Nos messages doivent véhiculer une résonance émotionnelle. Ils peuvent pas être purement intellectuels. On ne peut pas communiquer uniquement des idées. Le populisme de gauche comme tactique est, à mon sens, extrêmement important car il possède justement cette résonance émotionnelle en disant qu'il y a nous et qu'il y a eux. Il y a nous, le 99%, et il y a eux, le 1% d'oligarques. Alors conceptuellement parlant, c'est peut-être pas parfait, mais sur le plan émotif, c'est très fort. Et finalement, je dirais que dans cette crise de pandémie, nous avons été témoins de l'échec flagrant des marchés. Avant, on critiquait les marchés, mais il fallait être très habile dans nos analyses. Alors que maintenant, tout le monde constate le degré d'échec des marchés. Les marchés des soins de santé, les marchés alimentaires, les marchés énergétiques. Et c'est là-dessus, sur ces échecs-là, qu'il faut s'appuyer. Un nouveau regard sur l'échec des marchés et voir comment on pourrait passer à des systèmes de propriété collective. Et je crois que c'est une occasion unique, une occasion qu'il ne faut surtout pas laisser passer.
Alors, on parle de résonance émotionnelle et à ce propos, j'aimerais remercier nos interprètes qui nous ont aidés à faire écho à nos conversations. L'équipe de traduction s'appelle Intercultura. Alors, Intercultura et les interprètes sont Christina, Raphaël et Isabelle. Alors, merci à tous. Je vais donner le dernier mot à Prabir. Je pense que quand les gens parlent d'émotions, on doit parler d'expression culturelle, on doit parler de films, on doit parler de vidéos, on doit parler de peinture, autant de façons d'exprimer l'imagination et les sentiments. Et fort heureusement, la droite est très peu productive, stérile même à cet égard. Alors c'est sur ces plateformes qu'il faut qu'on s'engage pour être visible. Puis j'aimerais aussi ajouter un dernier point, qu'il ne faut pas non plus oublier l'idée que la rationalité est l'apanage de l'Occident. Ce qui, à mon avis, relève du mythe. 300 ans de domination occidentale ne peuvent pas disparaître d'un coup. Alors on va revenir également sur la question de la science et de la technologie pour voir comment on peut les mettre au service du bien commun. Alors oui, la pensée critique va de pair avec l'imagination, elle va de pair avec les émotions. Mais c'est le résultat d'une convergence de différents dialogues qu'on doit rapprocher, on l'espère, à une échelle globale. Pensez-vous toujours, Prabir, que le Forum social mondial est le type de structure qui convient encore pour ces conversations, pour ces exercices d'imagination et de résonance? Je crois que le Forum social s'est tenu un moment et dans un lieu donné. Il est né dans un contexte bien particulier qui convenait à l'époque. Mais il faut aller plus loin que ça, car c'est ce qui nous a donné l'occasion de créer des liens entre nous et d'amorcer les conversations. Je ne pense pas maintenant qu'on ait besoin de revenir à ces mouvements pour renouer entre nous. Nous ne sommes plus juste des noms, des voix les uns pour les autres. Et le forum social avait ses limites aussi. Mais maintenant, il faut qu'on retrouve un espace approprié où les différents mouvements puissent se rencontrer et créer un système de coordination pour être en mesure de développer des idées ensemble. J'aurais besoin d'un petit éclaircissement de votre part, Prabir. J'espère qu'avant de clore, vous auriez pu simplement nous parler de comment une province en Inde, en particulier, a réagi différemment par rapport aux autres. C'est la province de Kerala. Pour ce qui est pertinent dans le cadre de nos discussions, quelles sont les particularités de cette province? Je crois que Kerala a bien montré qu'il ne s'est pas agi simplement d'un confinement administratif appuyé par la police, ce qui est arrivé ailleurs. Mais au contraire, cette situation a amené à une plus grande participation des gens sur une très vaste échelle, avec la présence de nombreux bénévoles. En fait, cette province a été la première infectée. Les premiers 100 cas d'infection ont été enregistrés là-bas. Mais ils ont été en mesure d'aplatir la courbe grâce à une intervention concertée entre gouvernement, gens et organisations de la base qui se sont unis pour travailler ensemble. Et c'est ce qui a rendu le cas de Kerala différent de celui de tous les autres États. Alors je crois que oui, c'est un bon exemple qui prouve que oui, c'est possible pour la gauche de proposer des alternatives. Et Kerala, en Inde, est un État qui a relevé ce défi-là avec succès. J'espère, j'en suis certain, que d'autres régions au monde, d'autres mouvements de gauche ont connu des expériences concluantes dans un contexte qui leur est propre. Et en Inde, notamment, l'État de Modi, là où Modi a vraiment bâti son électorat, s'en est tiré particulièrement mal. La capitale a été durement frappée. Actuellement, c'est la deuxième ville du pays la plus touchée par les infections, alors que Kerala, de son côté, a été en mesure de bien contrôler la situation. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul cas. Il y a d'autres endroits dans le monde où on a été capable de contrôler la propagation. À part la Chine, il y a le Vietnam, la Corée du Sud, la Malaisie, par exemple. Alors oui, je crois qu'il y a bien des exemples que l'on peut citer. Je pense, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que dans tout cela, il n'existe pas une approche unique par l'intermédiaire d'une autorité administrative pour appliquer un confinement. Il s'agit plutôt de voir comment mobiliser toutes les structures de base pour collaborer avec le gouvernement, afin que cette distanciation physique, pas sociale, physique, afin qu'elle fonctionne vraiment bien, et comment prendre soin aussi des personnes les plus vulnérables de la société, ainsi que les travailleurs de la santé qui sont en première ligne. Alors sur cette note, je pense que nous allons conclure le webinaire d'aujourd'hui
qui fait partie d'une série de webinaires organisés par Global Dialogue for Systemic Change. Vous pouvez suivre cette série de webinaires sur Facebook, sur Twitter. Il y aura des liens vers les enregistrements d'aujourd'hui aussi qui seront envoyés en fait aux personnes intéressées. Juste pour vous rappeler qu'on avait ici 3 formidables invités qui sont venus parler de l'assaut des forces d'extrême droite, un risque pour les démocraties du Brésil, de l'Inde et des États-Unis, et de comment la gauche peut saisir cette occasion pour promouvoir des changements systémiques. Avec nous, Eliana Broom du Brésil, John Pfeffer des États-Unis, Prabir Purkeyastha de l'Inde et moi-même, Laura Flanders, pour Global Dialogue for Systemic Change. Merci.